Juin 2007, une crise financière surgit aux États-Unis qui se répercute rapidement sur le monde en une crise financière mondiale. Tout le monde n'a qu'un mot à la bouche. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. Cette crise est la cause de nombreuses faillites et d'un fort taux de chômage. Les différents pays mettent en place des politiques de relance. Dès 2009, la première question qui est totalement légitime de se poser, c'est finalement pourquoi, à partir de 2008-2009, les États ont mis en place des plans de relance. À la suite de la crise des subprimes de l'été 2007, les économies des pays développés subissent un net ralentissement de leur croissance économique en 2008. C'est donc pour ça que ces États vont chercher à mettre en place des plans de relance. Mais qu'est-ce qu'une politique de relance ? Alors, une politique de relance, aussi appelée plan de relance, c'est une politique économique conjoncturelle qui a pour but de favoriser la croissance. C'est le contraire d'une politique d'austérité ou de rigueur. La notion de relance, elle est souvent associée à l'économiste John Maynard Keynes et donc à sa théorie, donc la théorie keynésienne, qu'il faut donc stimuler la demande pour relancer l'offre. Donc, il existe plusieurs moyens de relance. Donc, on en dénombre 3 principaux. Donc, le premier, c'est la relance budgétaire. Donc, dans ce cas-là, l'État peut augmenter les dépenses publiques ou bien augmenter les revenus disponibles. Le deuxième type de moyen de relance, c'est le cas d'une relance monétaire. Là, c'est la banque centrale qui va jouer un rôle, car elle augmente l'offre de la monnaie, le plus souvent par une baisse de son taux directeur. Et le troisième type, ou le troisième cas, c'est le cas de la relance réglementaire. Donc l'État va décider d'augmenter les revenus d'une certaine catégorie de population dans le but de stimuler la demande. Donc tout d'abord, le plan Paulson, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mesures mises en place par les États-Unis pour faire face à la crise financière de 2008. L'objectif est de purger le système mondial malade des conséquences de la crise des subprimes. C'est un projet qui a été en très grande partie porté par Henry Paulson, qui était à l'époque secrétaire au Trésor américain. Il y a eu 2 étapes dans ce plan. Donc la première étape, ça va être l'idée que finalement le département américain va racheter tous les actifs toxiques. Mais finalement, c'est très vite abandonné. Et ensuite, le 11 novembre 2008, on va avoir une 2e édition du plan Paulson, et là, ça va être l'idée qu'il faut concentrer 700 milliards de dollars sur la relance du crédit. Ça va d'ailleurs être appliqué. Alors, ce plan a eu 2 critiques majeures. Donc, la première critique, c'est finalement que le financement du plan Paulson, c'est par la dette publique, et deuxièmement, les économistes refusent de payer les excès de risque. La mise en place du plan a été aussi longue. A few moments later. En France, la politique qui va être adoptée, c'est la politique des investissements d'avenir, qui était aussi appelée pendant une période grand emprunt. Cette politique va être annoncée par Nicolas Sarkozy en 2009. Pourquoi 2009 ? 2009, c'est une année terrible pour la France. On est 1 an après la déflagration de la crise. La France connaît la pire récession depuis la fin de la guerre. Nicolas Sarkozy veut absolument éviter une dépression. Ce plan politique va s'appuyer sur un rapport d'une commission, qui est une commission présidée par Alain Juppé, donc UMP, et Michel Rocard, socialiste. Il faut noter que ce plan a 2 grands objectifs. Premier, ça va être de corriger les effets de la crise. Le deuxième objectif, ça va être d'investir dans des secteurs d'avenir. Donc au total, on dénombre 6 axes stratégiques du PIA. Il nous faut investir pour rattraper le retard dû à la crise. C'est de l'investissement que naît le progrès technique, moteur de la croissance. Mais combien a coûté ce projet ? Le projet d'investissement d'avenir a été doté de près de 57 milliards d'euros, donc en plusieurs vagues. C'est une vraie réussite au sens où on a réussi à dégager de l'argent, on a aidé les secteurs en difficulté et on a commencé à investir aussi dans des secteurs d'avenir. Donc sur cette partie-là, on peut dire effectivement que l'engagement a été tenu. Plusieurs réglementations vont être mises en place, à la fois des réglementations nationales et supranationales. Donc nous allons étudier les accords de Bâle III, donc qui ont succédé aux accords de Bâle I et de Bâle II. Les accords de Bâle III sont publiés le 16 décembre 2010 et ce sont des propositions de réglementation bancaire, donc propositions qui ont été faites sous l'impulsion du G20 et du FSB. L'objectif, c'est de garantir un niveau minimum de capitaux propres et donc que les établissements bancaires soient mieux protégés en cas de perte.
Donc les fonds propres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sommes versées par les associés dans le capital de l'entreprise. Les fonds propres sont constitués par le capital social, c'est-à-dire les sommes versées par les actionnaires ou les sociétaires. Les fonds propres sont les ressources les plus durables dans la banque. Augmenter les fonds propres, ça permet de faire face aux retraits brutaux et à la faillite d'une banque associée. Et l'augmentation des fonds propres permet aussi une mise en réserve et d'émettre de nouvelles actions. C'est le ratio de Core T1 qui mesure la solvabilité d'une banque. A few inches later. En 1972, le prix Nobel d'économie James Tobin propose une taxation des transactions monétaires internationales, mais c'est bien sous François Hollande, le 1er août 2012, qu'elle est mise en application. Alors cette taxe, ce sont quand même des très faibles taux. Au 1er août 2012, on est à 0,1% et au 1er janvier 2017, on est à 0,3%. Cette taxe va permettre de taxer chaque achat d'actions d'une société française dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Cette taxe a pour principal objectif de dissuader les transactions à haute fréquence et donc de réduire l'instabilité des marchés financiers. En conclusion, nous pourrons nous demander quels peuvent être finalement les problèmes liés à des plans de relance. De ces plans de relance, moi j'en vois trois. Le premier, c'est toujours difficile de mesurer l'impact réel, parce que réinjecter tout d'un coup des milliards d'euros sans avoir préparé les choses, effectivement, on n'est pas sûr d'être au bon endroit. Le deuxième problème, c'est le risque de surchauffe. Bon, là, ça arrive pas, c'est pas arrivé en 2008. Et puis la troisième question, l'équilibre à trouver entre j'aide les acteurs économiques, mais je préserve aussi un acteur économique qui s'appelle celui qui finance, c'est-à-dire le contribuable. En recherchant sur internet la crise des subprimes est-elle finie, la plupart des journaux s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, même si les pays ont réussi grâce à leur plan de relance à éteindre l'incendie de la crise des subprimes, il existe encore des conséquences de cette crise présente dans l'économie.